Je viens de terminer l'épisode 5 de la saison 2 de Loki. Là, à l'instant, il est actuellement 3h48 du matin. Juste le temps aussi de faire cette petite vidéo, de mettre les images, etc. Sachant qu'il est sorti un petit peu avant 3h du matin. Pour moi, cet épisode 5, bien que pour beaucoup, il sera un épisode dit filler, donc qui ne raconte pas grand-chose, mais qui permet de connecter les gros événements de la saison, ou en tout cas de la série dans sa globalité, pour moi, actuellement, c'est le meilleur épisode d'une série Marvel actuellement. Vraiment. Je l'ai déjà dit peut-être plein de fois sur d'autres projets, mais celui-ci, alors peut-être que je vais en faire trop pour certains, je l'entends totalement, mais j'ai tout eu. J'ai tout eu. Il y a de l'émotion, de la réalisation, des effets spéciaux qui fonctionnent très très bien. On commence à voir un petit peu plus clair, même si on se pose toujours quand même pas mal de questions. Et oui, cet épisode-là, pour moi, est l'un des meilleurs que Marvel ait fait actuellement. Que ce soit sur du Loki, du WandaVision, même si d'une série à l'autre, ce n'est pas forcément comparable dans le sens où on est sur un style différent, une réalisation différente, un propos également différent. Mais là, avec Loki, avec cet épisode 5, ça m'a envoyé du très très lourd. Je ne sais pas pour vous, peut-être que ce n'est pas votre cas du tout, ce que je respecte amplement. Je le respecte totalement, bien sûr. C'est en fonction des goûts de chacun. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, peut-être que vous serez d'accord avec moi, je n'en sais strictement rien. Mais pour moi, l'épisode 5 de la saison 2 est le meilleur. Non pas forcément par rapport à ce que ça raconte, mais prenons aussi, au-delà d'être une série Marvel, la série Loki comme une série tout court. Et c'est bien beau d'avoir des épisodes fillers, c'est vrai qu'on en a souvent, on l'a souvent reproché sur la chaîne avec bon nombre de séries, hein, que ce soit du She-Hulk ou encore du Moon Knight, peu importe, on l'a dit. Sauf que là, c'est vrai que c'est un épisode filler qui est utile en soi. Donc il n'est pas entièrement filler, mais il est très intéressant dans ce que cela veut raconter, parce qu'en réalité, on a une grosse révélation à la fin, mais pour autant, tout le reste de l'épisode, c'est on va essayer de raccrocher les wagons par rapport à la fin de l'épisode 4 qui était assez conséquente. On ne va pas se mentir. Et bien sûr, attention spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant les 5 premiers épisodes de la série Loki saison 2, quitte la vidéo dès maintenant, parce que tu risquerais d'être spoilé, tout simplement. Cet épisode, vraiment, il était génial. Il était génial de bout en bout. Tu commences à raccrocher les wagons, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les scènes où je pensais qu'on allait s'attarder, avec du Mobius, avec du B15, finalement, c'est passé assez rapidement pour nous livrer eh bien, le réel plan, la réelle partie de la saison 2. On ne sait pas réellement où ça va. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous raconter à la fin de la saison, puisque je vous rappelle qu'il ne reste qu'un épisode. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Celui qui demeure, Victor Timely, qu'en est-il de tout ça? Est-ce qu'on va réussir à avoir une fin à tout ça? Est-ce qu'on va partir après sur une possible saison 3? Parce que ça peut être possible. Je vous rappelle que Bob Iger, qui est revenu à la tête de Disney, veut de plus en plus des programmes qui peuvent s'établir sur le temps avec un seul nom, entre guillemets, fin des séries limitées et bonjour aux séries avec plusieurs saisons. C'est le cas supposément pour du Miss Marvel, du Hawkeye ou du Moon Knight, pour lesquels il devrait y avoir une saison 2 d'ici 1, 2, 3 ans, peu importe. En tout cas en pré-production. Loki est la première série live action à en avoir deux. Même si certains vont me parler d'I Am Groot, mais ce n'est pas du live action. La saison 2 de Loki est parfaitement écrite selon moi. Alors, parfaitement, partiellement parfaitement, presque parfaitement plutôt, dans le sens où il y a évidemment de temps à autre des épisodes qui vont moins nous plaire, des passages qui vont moins nous plaire, mais pour moi l'épisode 5 il est génial. Il est vraiment, vraiment génial. Déjà, on pouvait se poser la question de qui est mort. Alors, visiblement, personne ne l'est. Alors, on pouvait s'attendre à avoir une réelle explication sur notamment ce concept d'errance temporelle, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode-là, c'est-à-dire que l'errance temporelle, qui est un terme technique très précis, qu'on évoque, et qui est un terme en plus de tout ce qu'on connaît
déjà, et qui est déjà assez compliqué à définir, eh bien, en fait, on le comprend totalement. L'errance temporelle, c'est tout simplement, du coup, ces filaments qui, eh bien, viennent à faire comprendre que cette réalité est détruite, entre guillemets. Comme si on avait posé donc une mini-bombe, comme ça avait été le cas dans la saison 1 pour détruire les timelines. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est l'errance temporelle qui fait son œuvre et qui détruit tout sur son passage. Et je trouve que la manière dont c'est exploité, bah, personnellement, même notamment par rapport à la fin, ça m'a notamment fait penser à la scène de fin d'Infinity War avec toutes les personnes, enfin tous les personnages qui finissent par partir en poussière. Et je trouve que c'est assez intéressant même d'évoquer ça de cette manière-là. Visuellement, ça rend très très bien. Alors j'entends que certaines personnes vont me dire que c'est pas forcément du calibre de tel ou tel ou tel programme. Moi, de ce qu'on me vend avec du Loki, de ce que je sais sur Marvel, moi, ça me va là, actuellement. Et ce que j'ai d'autant plus apprécié, donc, c'est ce côté où, oui, on a l'errance temporelle, mais on comprend véritablement ce que c'est en la mentionnant, même si tous les éléments qu'on a évoqués en début de saison ne sont pas parfaitement compréhensibles pour tous, et notamment par moi. Hein. Il y a plein de choses que je ne saisit pas à 100%, on ne va pas se mentir. L'errance temporelle, on la comprend. On la comprend, on sait que, même si ça peut paraître un petit peu simple, mais Loki est celui qui va être donc l'antagoniste, entre guillemets, du plan de celui qui demeure, notamment par rapport à la toute fin du film, ou en tout cas à la toute fin de l'épisode, où il y a l'errance qui arrive, notamment Sylvie est touchée, mais bref, on y reviendra. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Loki, lui, évolue d'une certaine manière, à tel point il est doté d'un nouveau pouvoir, et c'est hyper intéressant, parce que ça nous revient à ce personnage-là d'Ouroboros. Parce que je vous rappelle que l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que des choses qu'on n'avait pas vues avant vont se connecter avec des choses aujourd'hui. Et c'est vrai que on peut se dire, pourquoi est-ce que celui qui demeure voulait faire en sorte que Loki prenne sa place? Parce que, si on revient à l'épisode 6 de la saison 1, on a celui qui demeure qui contacte, enfin, qui, par une cascade d'événements, eh bien, est face à face avec Loki, et lui-même le dit, je ne m'attendais pas à en avoir deux. Il pensait n'avoir qu'un seul Loki, donc on peut supposer que c'est le Loki que nous connaissons nous, parce que la manière dont c'est évoqué, la manière dont c'est exploité, on a véritablement l'impression que c'est lui qui arrive à contrôler cette errance temporelle, et qui, enfin, du coup, à l'instar du personnage de Sylvie, qui elle va revenir, mais qui va également se faire entre guillemets effacer, même si elle a le pas de celui qui demeure. Voilà. Il y a tout de même ce côté de c'est quand même une série sur Loki, c'est lui qui contrôle cela et c'est lui qui a un truc en plus que les autres n'ont pas. Pourquoi? On ne sait pas, mais ça peut justement cocher la case de pourquoi est-ce que celui qui demeure voulait Loki. Parce qu'en réalité, certains vont me dire, bah parce qu'en fait, il voulait faire une série sur la TVA qui intronisait Kang, tout en faisant une série qui se vendait, donc venez, on fait sur Loki. Bien sûr, mais si on rentre dans la diégèse et qu'on se dit pourquoi celui qui demeure a voulu que ce soit Loki, et si ce n'est pas Loki, ce sera un autre variant de Kang, à tel point que Sylvie l'a fini par le tuer, pourquoi est-ce que on a voulu Loki? Peut-être parce qu'il a une faculté qui lui permet justement de contrer ses errances temporelles et de guérir un petit peu tout ça, et qu'il est donc le digne successeur de celui qui demeure. Je ne sais pas, encore une fois, si la volonté de celui qui demeure était de se faire tuer par Sylvie, puisqu'on a l'impression qu'il ne savait pas qu'il y allait avoir donc deux variants. Est-ce que Loki finira à la tête de la TVA? On n'en sait strictement rien. C'est vrai que ça peut être une idée plausible d'avoir un Loki à la tête de la TVA, sachant qu'il y a encore un Loki qu'on n'a pas vu, entre guillemets, même si c'est vrai que même pour la saison 1, on ne l'avait pas vu, c'est le Loki chef, le Loki roi d'Asgard, avec donc sa tête de bouc, etc. Donc, est-ce qu'on ne partirait pas là-dessus pour justement... excuse-moi, j'ai cru qu'il y avait un chat, alors que je suis dans le sous-sol. Ça n'a vraisemblablement aucun sens. Je pense que je suis très fatigué puisqu'il est actuellement 3h58. Et la journée n'est pas finie, hein, puisqu'il y a d'autres choses à évoquer de toute manière par rapport à Loki, et même par rapport à Genvi, par rapport à Invincible. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, et je vous rappelle, a priori, qu'il y aurait, pour rester un petit peu dans l'univers Marvel, le trailer d'Echo, qui devrait sortir aujourd'hui. Donc on sera là également afin d'évoquer ce trailer, et de faire une petite vidéo. Ça peut être plutôt sympathique, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'attends un petit peu pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Mais pour revenir à Loki,
Est-ce qu'il sera à la tête de la TVA? Est-ce que le plan de celui qui demeure était de faire en sorte qu'il meure pour se faire remplacer par un autre Kang? Je n'en sais strictement rien. Je pense et j'espère qu'on aura la réponse à la fin de la saison 2 de Loki, puisque même si on peut imaginer une saison 3, bah pour l'instant, on n'a pas d'écho là-dessus. Donc on peut se dire qu'une saison 2 peut être la dernière. Mais bon. Donc le côté déshérence temporelle, personnellement, je le trouve très intéressant. Ça rapporte un côté post-apocalyptique, ou apocalyptique tout court. Et en plus de ça, on te rajoute évidemment les personnages de Kazay, de Mobius et de B15 sur lesquels on reviendra. Mais parlons précisément de Kazay qui lui est un personnage qui vit, je crois, au XXe siècle, qui est donc enfermé dans la prison d'Alcatraz. Il arrive à s'évader. Ok, donc on comprend en fait que la plupart des personnages autour de Loki, sauf Loki et Sylvie, ont tout oublié. Pourquoi eux n'ont pas oublié? Je ne sais pas. Peut-être que les agents de la TVA ont quelque chose en eux qui font qu'ils oublient tout. Mais en tout cas, Loki et Sylvie ne sont pas touchés. On saura peut-être pourquoi dans l'épisode 6, la fatigue commence à se sentir sur mes lèvres, mais on verra. Mais en tout cas, Kazay donc est un prisonnier, il va se faire contacter, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, et ça je pense qu'il va falloir en faire une vidéo, c'est que on veut récupérer le pad temporel pour revenir au bon moment pour sauver la TVA, mais le pad a disparu. Et celui qu'on accuse, c'est donc Kazay, le voleur, sauf que la manière dont c'est écrit, la manière dont il réagit, tu as l'impression que lui-même ne sait pas où est le pad. Donc si ce n'est pas lui, qui l'a volé? Quelqu'un qui peut traverser peut-être le temps, peut-être que c'est du Victor Timely qui va les empêcher de faire ça, ci, ça, et peut-être qu'il y aura un affrontement entre Victor Timely et Loki, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, on va évoquer ça de toute manière en vidéo. Donc Kazay, son évolution, en fait le côté de l'acteur qui peut jouer donc deux versions du personnage, parce que d'un côté on a un personnage qui est très très mielleux, très gentil, qui connaît tout, et de l'autre on a un bandit, supposément. Donc c'est assez intéressant de voir la variation de jeu, entre guillemets, même si forcément on n'est pas sur une scène à Oscar. Pareil pour Mobius, un personnage qui est extrêmement attendrissant, très touchant. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans cet épisode-là. Alors celui qu'on appelle Don ou donc Mobius, il faut savoir que donc cette passion pour les jet skis vient du fait que son variant vend des jet skis, il a deux enfants notamment, sa femme l'a quitté, ou en tout cas n'est plus présente, n'est plus dans le cocon familial, donc c'est une famille monoparentale avec deux enfants, et lui en fait va accepter de suivre de suivre Loki, justement parce qu'il va se dire qu'il faut qu'il sauve sa famille, en tout cas ses enfants. Et ça, c'est intéressant parce que chaque personnage va avoir sa volonté, entre guillemets, même si, bon, pour le coup, pour Kazay et pour B15, c'est plus, bah en fait, on a besoin de vous, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais vous allez venir et vous accepter. Sachant que B15, du coup, est une médecin, et c'est aussi cool de la voir dans un autre registre, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on avait souvent l'habitude de la voir agent de la TVA qui suivait les règles à la lettre, surtout dans la saison 1. Là, de la voir dans un milieu totalement différent, donc dans un milieu médical, je trouve que c'est intéressant, ça l'humanise, même si on l'avait déjà humanisé déjà depuis la fin de la saison 1, et notamment du coup avec toute cette saison 2, je trouve que c'est cohérent, c'est dans la continuité logique de l'évolution du personnage. Et c'est aussi pour ça que cet épisode 5 pour moi est génial, parce que même si on n'a pas beaucoup de B15, même si on n'a pas beaucoup de Kazay, je trouve que les personnes qui en ressortent, Mobius ou Roboros, Loki ou Sylvie, même si Sylvie on va y revenir parce que c'est un personnage que je déteste pour le coup dans cette saison, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça à ce personnage là, mais bref, tous ces différents petits personnages-là sont très bien écrits, et il y a une continuité totalement logique. Mais pour moi, le GOAT de cet épisode, alors il y en a deux, bien évidemment liés à Loki, mais on va y venir, hein, mais Ouroboros Iwikwan, je suis désolé, mais il est incroyable. Il est incroyable. Dans son jeu, il a ce côté très attendrissant, il nous fait de la peine. Le fait qu'il veuille acheter son propre livre dans une librairie, et qu'on lui dise non mais en fait on sait même pas pourquoi vous nous avez envoyé les livres, parce que de toute manière ça se vend pas et vous faites de la SF donc ça nous intéresse pas, et qu'on lui rende ses livres, ça m'a fait énormément de peine. C'est un personnage qui me plaît beaucoup et qui a réussi à parfaitement s'incorporer dans cette mixture qu'est cette saison 2 de Loki. Je trouve que ils l'ont pas rajouté pour rajouter un personnage, parce qu'en réalité ils auraient très bien pu faire de ce personnage là Kazay, hein, qui était déjà très calé sur le monde de la TVA, on le sait dans la saison 2, mais là ils ont voulu avoir un personnage à part entière et qui fonctionne très très bien
dans cette intégration dans cette nouvelle équipe, attendrissant que ce soit donc en humain ou en agent de la TVA en tant qu'Ouroboros. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de l'avoir de ce côté-là. Il apporte cette malice, cette fougue qu'on avait un petit peu perdu du côté du MCU. C'est vrai qu'on aurait peut-être voulu un petit peu plus l'avoir du côté de Loki, mais la TVA, elle a totalement changé. Le fait qu'il ait ses amis, la relation avec Sylvie est très étrange. On parle même plus forcément de relations amoureuses, mais on parle de ses amis à proprement parler. Pour moi, Ouroboros, c'est la grosse surprise de cette saison 2. Pour moi, c'est le personnage qui tire son épingle du jeu, qui est là, qui va essayer d'aider au maximum, que ce soit dans la TVA. Et tu vois, il a cette innocence qui nous permet de s'attacher à lui. Alors je comprends qu'on puisse penser qu'il est un petit peu trop fade, qu'il est un petit peu trop mou, mais moi je trouve qu'il est vraiment, vraiment trop, trop bien écrit. Donc Ouroboros, pour moi, c'est la pépite de cette saison 2 dans sa globalité, sachant qu'il faut également revenir. Alors attendez, je vais essayer de trouver une bonne photo. Si j'en ai une, bah voilà, parfait. Il faut revenir sur Loki. Loki qui, comme je vous l'ai dit, a ce côté, avec la connexion avec l'errance temporelle, etc. Pareil, pour moi, ça fonctionne parfaitement bien. Loki, Tom Hiddleston, là, pour moi, il m'a fait mentir. En fait, c'est pas qu'il m'a fait mentir, mais disons qu'il est allé dans mon sens, plutôt dans les critiques que j'avais pu faire sur le troisième et le quatrième épisode, où je le trouvais un petit peu effacé. On parlait surtout de la TVA, là on parle aussi de la TVA, mais c'est lui qui est au centre de l'intrigue, parce que l'épisode précédent c'était sur Victor Timely, principalement. Enfin, les deux épisodes précédents c'était surtout sur Victor Timely. Et là on part vraiment uniquement sur Loki, et ça fait du bien de se dire que oui, Loki, il a un intérêt, il a une volonté, il veut sauver ses amis. Alors, ça peut paraître un petit peu nul d'avoir ce côté Loki, le dieu de la malice qui veut sauver uniquement ses amis, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté très attendrissant. Encore une fois, il a changé au sein de la TVA, donc ça me paraît entre guillemets normal de l'avoir de cette manière-là. J'entends qu'on voudrait avoir un petit peu plus de magie de son côté dieu. Je pense qu'on l'aura par la suite, pas forcément dans la série, mais peut-être dans un autre programme où on le verra agir, on le verra voilà, utiliser ses pouvoirs, parce que c'est vrai que l'utilisation de ses pouvoirs n'est pas forcément la plus optimale dans cette saison, puisque la plupart du temps, quand il l'utilise, c'est pour voilà, rendre ridicule certains autres personnages, sans pour autant, et en plus le côté de la malice on l'a un peu perdu, mais encore une fois le personnage évolue, il semble s'attacher de plus en plus à ce petit groupe-là, et ça fait du bien de le voir avec une attache, parce qu'on l'avait jamais vu comme ça. Alors bien sûr il y avait Frigga, bien sûr il y avait Thor et il y avait Odin, donc sa famille, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il paraissait un petit peu détaché. De le fait d'avoir un programme uniquement sur lui, ça nous permet de se dire que peut-être qu'en fait il a toujours été comme ça, mais quand il est en public, il veut se montrer, faire le show, et donc il paraît un petit peu enjôleur, un petit peu rigolo, un petit peu malicieux pour le coup, mais peut-être que justement, de son côté, il est vraiment très sensible, et c'est notamment pour moi une connexion parfaite avec ce qu'il y avait avec Thor, le monde des ténèbres, dans le sens où lorsque Frigga meurt, on découvre le vrai Loki, un Loki qui est beaucoup plus mythologique, beaucoup plus en lien avec sa famille, etc. Mais là, étant donné qu'il évolue tout seul et qu'il y a ce côté TVA, il faut évidemment essayer de passer à autre chose. Alors je ne dis pas que c'est une bonne solution, je dis simplement que c'est la solution qu'a abordé, qu'a utilisé Marvel Studios pour faire évoluer son personnage. Moi je trouve que c'est intéressant, c'est vrai que par la suite j'aurais aimé avoir plus de mythologie sur le perso, par exemple, c'est un peu bête, mais j'aurais aimé avoir un petit peu d'Asgard dans cet épisode-là, ou même dans la série dans sa globalité. On en a eu un petit peu lors de l'épisode 3 ou 4, je crois, quand justement il y a cette boucle avec Sif, quand il lui dit qu'il lui a coupé les cheveux, etc. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de côté nordique, et ça peut manquer un petit peu, même si ce n'est pas le fond de la série, ou plutôt la forme de la série. Sur le fond, ça pourrait être intéressant. Ils ne le font pas, ce n'est pas excessivement grave, on ne va pas leur en tenir rigueur pour ça, en tout cas je ne le ferai pas, parce que je prends mon pied devant cette série, et encore une fois, le jeu de Tom Hiddleston, il est génial. J'ai vraiment pris mon pied devant ce programme-là, devant cet épisode-là. Il est, il est vraiment très 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 touchant. Et même en vrai, du coup, la mécanique entre les différents personnages fonctionne également, puisque du coup, tous ces personnages ne se connaissent pas, et du coup, tu vois leur interaction avec leur vrai eux. Parce que, bon, même si le personnage de Roboros est celui qui se calque le plus avec celui qu'il est dans la TVA, bon, bah, Don slash Mobius ou Frank slash Kazay ou B15,
bon, ils sont totalement différents, même si B15 est un petit peu effacé, encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait là, pourquoi est-ce qu'elle a accepté, même si bon, on peut supposer que vu qu'elle est en lien avec la médecine, donc elle est proche de l'humain, et donc elle veut tout faire en sorte pour sauver les gens, peut-être qu'on partirait là-dessus, et pour Kazé, c'est peut-être juste, bah du coup on t'offrira la liberté. On n'a pas besoin de le voir, ça reste des personnages secondaires, ça aurait été intéressant, mais c'est léger, on va pas leur en tenir rigueur, pour moi c'est pas forcément très utile. C'est Sylvie, le personnage sur lequel je voulais aussi revenir, avec donc ces errances temporelles, où bah, tu vois que tout est détruit, entre guillemets. La seule personne qui peut les sauver, c'est Loki qui va réussir donc à contrôler ces errances et ne pas se faire entre guillemets touché par tout cela, parce que sans lui, en réalité, il n'y a plus rien du tout. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que Loki actuellement est la série la plus importante du MCU. Même si c'est un endroit, enfin, même si on est sur la TVA, donc un endroit qui est très étrange, est-ce qu'on est dans un trou noir, etc. Est-ce que ça sera évoqué même? Je n'en suis même pas sûr. Mais est-ce qu'on partirait là-dessus, sur le fait que c'est totalement à côté, donc en fait ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, il n'y aura pas réellement d'incidence, un petit peu comme ils l'ont fait un peu dans la plupart des films, c'est-à-dire que d'un côté on a du Doctor Strange in the Multiverse of Madness où on fait quand même pas mal de dégâts mais dans une autre réalité, même si bon la fin du film se déroule dans la nôtre, on a du Loki dans lequel la plupart des choses se passent dans d'autres réalités ou dans la TVA, pour par exemple, je dis n'importe quoi, pour du Moon Knight, on est pareil dans un microcosme, hein, il n'y a pas vraiment de personnages qui interagissent et on n'en a pas forcément besoin, mais c'est vrai que, voilà, pareil pour Eternals, pareil pour Shang-Chi avec les dimensions Talo, etc., pareil pour Miss Marvel, quoique, voilà. Mais il y a plusieurs petits microcosmes et ça fonctionne encore plus pour Loki puisque c'est un petit peu le principe même. Mais pour revenir à Sylvie, sur son développement, pour moi, je le trouve vraiment raté. Pour moi, elle est trop dans la confrontation perpétuelle, permanente, et ça en devient un peu lourd à la longue. C'est peut-être le seul défaut que j'aurais à donner à cet épisode 5 qui est pour moi le meilleur hein, de la série dans sa globalité, même si l'épisode 6 est quand même incroyable hein, de la saison 1, mais l'épisode 5 de la saison 2 pour moi en termes d'émotion, et c'est ce que je voulais aussi voir, tu vois, dans une série, c'est bien d'avoir des faits, parce que, et c'est là aussi où peut-être, je suis peut-être un petit peu plus touché, c'est que dans la TVA, on a beaucoup de personnages qui sont, entre guillemets, sans émotion, dans le sens où, bah, ils agissent sans pour autant se dire, ah mince, bon, ils le font un petit peu plus dans la saison 2, avec le côté de, ah, on a détruit toutes les branches, qu'est-ce qu'on va faire? Cette scène-là était impactante à son échelle, mais là, cet épisode-là fonctionne beaucoup plus, à mon sens. Mais donc pour Sylvie, encore une fois, je pars dans d'autres directions à tel point que je ne veux même pas parler d'elle, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que elle ne fait pas évoluer la plupart des personnages. Elle n'évolue pas elle-même, elle reste toujours dans le côté de en fait, je te dis non, mais au final, je te dis oui. Je te dis non, je te dis oui, mais en fait, tu vois, je t'aide hein, parce qu'en fait, je t'ai dit non, mais je suis là quand même. C'est un peu toujours la même chose. Alors, encore une fois, j'avais déjà évoqué la semaine dernière, cet Ouroboros, on pourrait s'en passer, hein, du côté enfin, le côté du serpent qui se mord la queue, parce que bah, elle réagit toujours de la même façon, sauf que ça fonctionne sur des personnages qui sont différents, ou en tout cas qui viennent de réalités autres. Mais là, quand c'est le même personnage, qui ne cesse de ne jamais évoluer, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que Sylvie va finir par mourir? C'est une petite question que je vous pose, c'est une théorie. Oula, j'ai failli mourir. Mais c'est une petite théorie que je vous propose et je pense qu'on en parlera d'ici quelques jours, d'ici quelques heures. Mais en tout cas, cet épisode pour moi, il était vraiment génial. Bémol pour Sylvie qui reste dans son côté de ah, je t'aide, mais j'ai pas vraiment envie. Bon, là, on sent qu'il y a plus de choix puisque comment peut-on dire ça, sa réalité est même touchée, donc son endroit où elle est, dans son petit cocon est mise à mal, et on le voit. Mais ce qui va vraiment m'intéresser, moi, c'est le côté de comment est-ce qu'on va retrouver là, enfin, comment est-ce qu'on va se retrouver à cet endroit-là. Est-ce qu'on va retrouver ce Victor Timely? Est-ce que on va le sauver en disant, bon bah c'est moi qui y vais puisque moi je contrôle les errances temporelles, donc je vais réussir à connecter tout ça. J'ai même pas besoin de la combinaison puisque je vous rappelle que dans les trailers il y a une scène de Loki qui marche sur ce pont, qui est touché par les errances, mais sans pour autant être disloqué ou en tout cas déchiré comme l'a été le personnage de Victor Timely. Est-ce que Victor Timely est celui qui a volé le pad? Et là, ce sont des questions qu'on se posera dans d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas, elles arrivent, mais en tout cas, très content. Très content de cet épisode, très content de vous avoir proposé également cette petite vidéo théorie, moi et Marc-Emmanuel, bien sûr, qui est toujours là pour m'accompagner.
Et non, je suis très, 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 très satisfait de cet épisode-là, très satisfait de la série dans sa globalité. Pour moi, la série Loki est la meilleure, hein. Alors, encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus simple pour nous de se projeter sur Loki, puisqu'il y a 2 saisons, donc plus d'épisodes. Peut-être que si ça avait été 2 saisons de WandaVision ou 2 saisons de Falcon and the Winter Soldier, peut-être qu'on ne se serait pas forcément posé la question de est-ce que c'est Loki la meilleure, mais pour l'instant, celle qui a le meilleur impact, le meilleur jeu, la meilleure... Comment peut-on dire ça? Façon de filmer. Alors ça reste un peu classique, mais on essaie un petit peu de changer certaines choses. Donc ça reste sympa, les personnages sont impactants et importants, le propos l'est tout autant, on te présente du Kang, donc le futur méchant des Avengers, bref, tout est réuni pour que le programme soit vraiment, vraiment très très bon. Donc encore une fois, cela ne reste que mon avis, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse ou la vérité universelle. Si vous n'avez pas apprécié l'épisode, ce que je comprendrais totalement, je l'entends et je le respecte à 1000%. Vraiment, premier degré, je le respecte totalement. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment pris mon pied. J'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution, le développement des personnages. Et encore une fois, Ouroboros, meilleur perso avec Loki. Et aussi, il faut reconnaître le talent de Mobius, enfin en tout cas de l'acteur qui interprète Mobius, du coup. Oula, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi j'ai le nom de Frank Castle. Mais Owen Wilson, je sais pas pourquoi je pense à Frank Castle, mais Owen Wilson, il faut saluer sa prestation, parce qu'il arrive à être touchant. Bon, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est sa manière de parler, il chuchote tout le temps, c'est un petit peu embêtant. Euh, mais voilà, pour moi, il y a une évolution chez Mobius, chez Ouroboros, pas chez Sylvie, chez Loki bien sûr, et il va falloir nous donner des résolutions. Parce que là, il nous reste un épisode, un seul, même si on peut partir du principe que, eh bien, on puisse avoir une énième saison, une troisième saison, ce qui n'est pour l'instant jamais arrivé, mais ça n'était jamais arrivé également d'avoir 2 saisons. Je pense qu'on peut partir du principe qu'il y aura des révélations. Dans l'épisode 6, ça me paraît évident. On ne peut pas te teaser ce qui a été teasé dans la première saison sans pour autant parler de ce qu'il pourrait y avoir pour la suite. On ne peut pas te le faire ça. On ne peut pas te faire ça 2 fois. Sauf si c'est pour teaser une troisième saison. À la limite, pourquoi pas. Mais même les scoopers, les gros médias n'ont pas parlé d'une troisième saison. Au-delà de ce que Bob Iger voulait, je pense que la saison 2, elle a été pensée avant que Bob Iger arrive. Donc, est-ce qu'on va avoir une réelle finalité? Est-ce qu'on va savoir qui va prendre la place de celui qui demeure? Qui est selon vous? Est-ce que ce sera Victor Timely? Est-ce que ce sera le retour de celui qui demeure? J'en sais rien. Est-ce que ce sera Ravonna Renslayer? Est-ce que ce sera Loki? Ça peut être également plausible. Est-ce que la fin de cette saison de Loki nous amènera à nous poser d'autant plus de questions? Est-ce que ça répondra à la plupart des interrogations qu'on avait? Et encore une fois aussi, alors je voulais juste revenir aussi sur un truc parce que ça m'y fait penser, on a quand même pas mal, comme je vous l'ai dit, de termes techniques. Aura temporelle, errance temporelle, et c'est très compliqué même à comprendre, le côté de la science-fiction, tout ça. Et ce qui est bien dans cette série, c'est qu'on se place du côté de Loki. Loki n'y comprend rien. En tout cas, il n'y comprend rien, mais en fait, en faisant comprendre qu'il n'y comprend rien, on nous explique avec des mots plus simples. C'est peut-être une facilité scénaristique, mais je trouve que ça fonctionne bien pour nous. Alors, évidemment, ça fonctionne pas pour tout dans le sens où il y a plein de choses qu'on ne comprend pas particulièrement. Et j'échange avec des personnes qui ne sont pas forcément calées parfaitement avec le MCU et qui se posent quand même des questions sur qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi ce principe-là, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et le truc, c'est que t'as beau aimer ou pas le MCU, t'as beau te renseigner un maximum, tu te poses quand même des questions sur qu'est-ce que c'est. Donc il y a peut-être aussi un petit défaut sur le côté de comment est-ce qu'on explique les choses, mais la manière dont c'est amené, je trouve que ça fonctionne bien dans la plupart du temps, en tout cas. Donc, aura-t-on des révélations? Aura-t-on des réponses? Est-ce qu'on reverra Kang? Ça me paraît logique qu'on le revoie, puisque si on nous remet à la toute fin de l'épisode avec Loki qui revient au moment où donc Victor Timely va sortir, à mon avis, il a survécu, ou alors c'est peut-être le moment où il vient de mourir, et d'où, en tout cas, il vient de mourir, peut-être qu'il a été... Enfin, si, logiquement, il est mort, mais on verra. Je viens de voir que ça fait près de 30 minutes que je parle de cet épisode 5. Pourtant, c'est un épisode filler, et je sais, je connais déjà les commentaires avant même de regarder la vidéo. Waouh, elle, la critique, ma parole, elle a pas fait autant que l'épisode où elle, la critique, elle a fait plus qu'un épisode de She-Hulk.
J'avais besoin de vider mon sac, j'avais besoin de vous en parler, et je pense que c'est aussi nécessaire de pouvoir prendre son temps, de se dire, ok, même si on n'aura pas beaucoup d'heures de sommeil, on peut profiter du fait qu'on ait vu un énorme épisode et de se dire, ok, là j'ai pris mon pied et j'ai envie de le partager. Et quand c'est bien, on le dit, quand c'est pas bon, on le dit, vous le savez très bien, en tout cas pour ceux qui connaissent la chaîne, ceux qui sont extérieurs peuvent penser que je suis un fanboy, que je défends Marvel corps et âme, alors que c'est faux. Mais en tout cas, pour cet épisode-là, je ne peux que le défendre, bien que Sylvie ne m'ait pas plu, parce qu'il est vraiment très très bien. Mais bref, je vais m'arrêter 30 minutes, ça me paraît bien, voire trop, et j'en suis confus. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter et vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Sachez qu'il y aura donc quelques petites vidéos théorie. On va parler d'écho, on va parler de pas mal de choses ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc restez un petit peu à l'affût, il y aura les détails. J'ai remarqué qu'un seul détail, hein. Caltech, c'est tout. Et c'est en lien avec Miss Marvel, entre guillemets, puisque l'école existe vraiment, mais ça fait en lien avec Bruno. Mais on en parlera plus tard. Après tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent, peut-être même jusqu'à là. Et c'est écrit merci d'avoir regardé la vidéo, mais tu peux cliquer sur les deux chaînes, puisqu'il y a une autre chaîne, une chaîne secondaire, sur laquelle je fais également des vidéos. Et par ailleurs, tu as la vidéo sur Saw qui est totalement disponible si tu veux aller la regarder. Et je t'en remercie, même si tu n'es absolument pas obligé de le faire.